Dire merci aux équipes du 20h, à Agnès Molinier, ma première rédactrice en chef, si ouverte, si humaine. Personne ne l'avait jamais entendu dire cela. Et pourtant, derrière le regard calme d'Anne-Sophie Lapix, il y avait la peur. Une peur silencieuse, quotidienne, que personne ne soupçonnait. Pendant des années, la France a cru connaître cette femme. Sa voix rassurante, son maintien impeccable, son professionnalisme presque irréprochable. Chaque soir, elle entrait dans les foyers avec une maîtrise absolue, comme si rien ne pouvait jamais l'atteindre. Et pourtant, derrière les projecteurs, une autre réalité se jouait. Une réalité que même ses proches n'osaient pas imaginer. Anne-Sophie Lapix n'est pas seulement une journaliste. Elle est devenue, sans l'avoir choisi, le symbole d'une réussite tranquille, d'un équilibre parfait entre intelligence, élégance et autorité morale. Mais ce que le public ignorait, c'est que ce contrôle affiché n'était parfois qu'une armure, une protection contre un chaos intime soigneusement dissimulé. Car lorsqu'elle a enfin décidé de parler, ce n'était pas pour créer le scandale, c'était pour survivre. Son silence a duré longtemps, trop longtemps. Un silence nourri par la peur de décevoir, la peur de briser une image, la peur aussi de ne pas être crue. Comment imaginer que cette femme, si forte à l'écran, puisse être fragile dans sa propre maison? Comment accepter que derrière un mariage admiré se cache une tension sourde, presque invisible, mais profondément destructrice? Ce jour-là, quand Anne-Sophie Lapix a choisi de lever le voile, ce n'est pas seulement sa vie privée qu'elle a exposée. C'est une illusion collective qui s'est fissurée, celle que les couples médiatiques, élégants et discrets vivent à l'abri des tempêtes, celle que le succès protège de la douleur. Dans ces mots, il n'y avait ni colère excessive, ni volonté de vengeance, seulement une lucidité glaçante. Elle parlait avec la précision de la journaliste qu'elle a toujours été, mais aussi avec la vulnérabilité d'une femme qui a longtemps douté d'elle-même. Chaque phrase semblait peser, chaque silence chargé d'un sens profond. Et plus elle avançait dans son récit, plus une question devenait impossible à éviter. Comment en est-elle arrivée là? Car ce mariage, autrefois envié, n'a pas toujours été un champ de ruines. Il y a eu un début, un commencement lumineux, presque évident. Un amour qui semblait solide, rassurant, prometteur. Et c'est précisément là que réside le trouble. Car les histoires les plus douloureuses ne commencent jamais dans la violence. Elles commencent dans la confiance. Anne-Sophie Lapix ne s'est jamais présentée comme une victime. Elle parle plutôt d'un glissement progressif, d'un climat qui change sans bruit, d'une atmosphère qui se charge peu à peu de non-dits, de regards lourds, de silences qui pèsent plus que les mots. Elle évoque ce moment étrange où l'on sent que quelque chose ne va plus, sans pouvoir encore le nommer. Et pendant que le public continuait d'admirer le couple, pendant que les apparences restaient intactes, une lutte invisible se jouait. Une lutte intérieure entre l'amour, le devoir, la dignité et la peur. Une lutte que beaucoup connaissent, mais que peu osent reconnaître. Ce témoignage n'est pas un règlement de compte, c'est une fracture dans le miroir, une invitation à regarder au-delà des sourires maîtrisés et des façades parfaites. Anne-Sophie Lapix ne cherche pas à choquer. Elle cherche à comprendre, et à nous faire comprendre, à notre tour, que même les femmes les plus solides peuvent vaciller lorsque la vérité est étouffée trop longtemps. Au commencement, rien ne laissait présager la tempête. Rien. Il y avait même cette impression rare, presque rassurante, que tout était à sa place. Anne-Sophie Lapix se souvient d'un temps où aimer Arthur Sadoun allait de soi. Un amour calme, structuré, rassurant. Un amour qui, vu de l'extérieur, cochait toutes les cases du bonheur moderne. Arthur Sadoun apparaissait alors comme l'homme idéal. Intelligent, charismatique, parfaitement à l'aise dans les cercles de pouvoir, comme dans l'intimité du quotidien. À ses côtés, Anne-Sophie n'avait pas l'impression de devoir se justifier, ni de se défendre. Il semblait comprendre son univers, respecter sa carrière, admirer sa rigueur. Pour une femme aussi exposée médiatiquement, cette compréhension avait quelque chose de précieux, presque salvateur. Autour d'eux, les regards étaient bienveillants. On parlait d'un couple discret, élégant, uni, rien d'ostentatoire, rien de tapageur, juste cette impression d'équilibre maîtrisé, de réussite partagée, et Anne-Sophie, fidèle à sa nature, avançait avec confiance. Elle croyait en cette relation comme on croit en une évidence silencieuse. Dans ces premiers temps, il y avait des moments simples,
des conversations tardives, des projets esquissés, des silences qui n'avaient rien d'inquiétant. Le quotidien se construisait sans heurts, dans une forme de normalité rassurante. Et c'est peut-être cela, précisément, qui rend la suite si troublante. Car lorsque tout commence dans la douceur, on baisse naturellement la garde. Anne-Sophie raconte aujourd'hui combien elle s'est sentie en sécurité. Non pas une sécurité bruyante ou passionnelle, mais une stabilité feutrée, presque confortable. Elle ne cherchait pas l'excès ni le vertige, elle cherchait un ancrage, et Arthur semblait l'incarner parfaitement. Le public, lui, voyait un couple solide. Deux personnalités fortes, respectées, avançant côte à côte sans jamais exposer leur intimité. Une réussite à la française, sobre et maîtrisée. Personne ne posait de questions. Et pourquoi l'aurait-on fait ? Rien ne dépassait, rien ne débordait. Mais dans les récits les plus douloureux, les premiers signaux sont rarement spectaculaires. Ils sont discrets, presque insignifiants. Anne-Sophie évoque aujourd'hui de minuscules détails, des phrases banales qui la laissaient perplexe, des regards qui duraient un peu trop longtemps, des silences qui, sans être encore oppressants, devenaient légèrement inconfortables. Sur le moment, elle n'y a pas prêté attention. Qui le ferait ? Quand on aime, on interprète toujours dans le sens le plus rassurant. On explique, on relativise. On se dit que c'est la fatigue, la pression professionnelle, les exigences d'un quotidien intense. Après tout, ils vivaient tous deux sous une tension permanente, chacun à leur manière. Et puis il y avait cette volonté très forte chez Anne-Sophie de protéger l'équilibre, de ne pas dramatiser, de ne pas chercher des problèmes là où, pensait-elle, il n'y en avait pas. Elle avait appris, au fil de sa carrière, à garder le cap, à ne pas céder à l'émotion inutile. Cette discipline, qui faisait sa force à l'antenne, guidait aussi sa vie privée. Mais parfois, ce qui nous protège peut aussi nous aveugler. Car peu à peu, sans éclat, sans cri, quelque chose commençait à se déplacer. Une nuance à peine perceptible dans l'atmosphère. Une sensation diffuse que l'on repousse parce qu'elle n'a pas encore de nom. Anne-Sophie ne parlait pas de peur à ce moment-là, pas encore. Plutôt d'un léger malaise, d'un déséquilibre subtil qu'elle n'arrivait pas à formuler. Et pendant que le couple continuait d'incarner une image harmonieuse, pendant que l'amour semblait toujours être une évidence aux yeux du monde, les fondations, elles, commençaient déjà à se fragiliser. Il n'y a pas eu de rupture brutale, pas de cris, pas de scène spectaculaire, seulement un glissement, lent, silencieux, presque imperceptible. Anne-Sophie Lapix raconte que c'est précisément ce qui l'a le plus troublé. Rien n'était assez grave pour être dénoncé, rien n'était assez clair pour être nommé. Et pourtant quelque chose changeait, comme une atmosphère qui se charge, un air devenu plus lourd à respirer sans que l'on sache pourquoi. Les silences n'étaient plus tout à fait les mêmes. Autrefois apaisants, ils devenaient pesants. Les regards, autrefois neutres, semblaient désormais chargés d'une attente étrange. Anne-Sophie se surprenait à anticiper, à mesurer ses mots, à réfléchir avant de parler, non pas par prudence professionnelle, mais par instinct de protection. C'est souvent ainsi que la peur s'installe, non pas comme une alarme violente, mais comme une vigilance constante, une tension diffuse qui accompagne chaque geste du quotidien. Elle évoque ce moment précis où elle a compris qu'elle n'était plus totalement elle-même à la maison. Cette femme libre, assurée, capable de poser des questions difficiles aux plus grands responsables politiques, se mettait à douter de ses propres perceptions. Était-elle trop sensible, trop exigeante, trop fatiguée ? Le doute s'infiltrait partout, dans les conversations les plus banales, dans les décisions les plus simples. Anne-Sophie, pourtant habituée à l'analyse froide et rigoureuse, se retrouvait face à une confusion intérieure inhabituelle. Elle n'arrivait plus à faire confiance à son ressenti. Arthur Sadoun, sans jamais hausser la voix, sans jamais laisser éclater la colère, imposait une présence difficile à cerner. Rien de frontal, rien de brutal, mais une forme de contrôle subtil, presque intellectuel. Des remarques qui semblaient anodines, mais qui laissaient une trace. Des silences qui forçaient l'interrogation. Des réactions imprévisibles qui la plaçaient en état d'alerte permanente. Anne-Sophie parle aujourd'hui de cette fatigue particulière. Celle qui ne vient pas du travail, mais de l'effort constant pour maintenir l'équilibre. Sourire au bon moment, se taire quand il le faut, éviter les sujets sensibles, préserver une paix fragile au prix de sa propre spontanéité. Et pourtant, à l'extérieur, rien ne transparaissait. Elle continuait d'apparaître solide, maîtrisée, parfaitement à sa place.
Le contraste entre sa vie publique et sa vie privée devenait vertigineux. Chaque soir, elle quittait les plateaux télé avec le sentiment étrange de passer d'un monde à un autre, d'un espace où elle contrôlait tout à un lieu où elle se sentait de plus en plus démunie. Ce tiraillement intérieur la rongeait. D'un côté, son éducation, son sens du devoir, son attachement à la discrétion, de l'autre, une voix intérieure de plus en plus insistante qui lui murmurait que quelque chose n'était pas juste. Mais comment partir quand on ne peut pas expliquer ce qui fait mal? Comment dénoncer ce qui ne laisse aucune trace visible? Anne-Sophie n'osait pas encore parler de peur, elle parlait plutôt de malaise, d'inconfort, d'une sensation persistante d'être observée, évaluée, remise en question, comme si l'amour, autrefois refuge, devenait progressivement un terrain miné. Ce qui la retenait, c'était aussi la honte de ne pas comprendre, la honte de ne pas savoir agir, la honte surtout de décevoir. Elle se demandait comment une femme comme elle, réputée pour sa lucidité, avait pu se retrouver dans une situation aussi floue, aussi déroutante. Et c'est précisément cette confusion qui rendait toute décision impossible. Car la peur, lorsqu'elle est diffuse, ne pousse pas à fuir, elle pousse à attendre, à espérer que les choses s'améliorent, à croire que l'équilibre peut être retrouvé. Mais au fond d'elle-même, Anne-Sophie le savait déjà. Ce qu'elle vivait n'était pas un simple passage à vide. C'était le début d'une emprise silencieuse, d'un mécanisme invisible qui allait bientôt se révéler dans toute sa complexité. Ce n'était pas la violence que l'on imagine. Ce n'étaient pas les cris, ni les gestes brusques, ni les scènes que l'on peut raconter facilement. C'était bien plus insidieux, bien plus déroutant. C'était le silence. Anne-Sophie Lapix décrit aujourd'hui ce silence comme une présence constante. Un silence qui n'apaisait plus, mais qui punissait. Un silence qui la forçait à se questionner sans cesse. Qu'avait-elle dit? Qu'avait-elle fait? Où avait-elle franchi une limite invisible? Arthur Sadoun ne levait pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Son retrait, son mutisme soudain, ses absences émotionnelles avaient un effet bien plus puissant. Il créait un vide, et dans ce vide, Anne-Sophie se retrouvait seule face à ses propres doutes. Le silence devenait une réponse à tout, une manière de reprendre le contrôle sans jamais l'assumer. Elle raconte ces moments où, après une remarque pourtant anodine, l'atmosphère changeait brutalement. Plus de regards, plus de mots, une distance glaciale qui s'installait sans explication. Et face à cette distance, Anne-Sophie cherchait à comprendre, à réparer, à apaiser. Elle se surprenait à s'excuser sans même savoir de quoi. C'est ainsi que fonctionne l'emprise. Elle ne s'impose pas, elle s'insinue. Peu à peu, Anne-Sophie adaptait son comportement. Elle évitait certains sujets, elle mesurait chaque phrase, elle anticipait les réactions de l'autre comme on anticipe une météo capricieuse. Non par soumission consciente, mais par instinct de survie émotionnelle. Elle voulait simplement retrouver la paix. Mais cette paix avait un prix, celui de sa spontanéité, celui de sa liberté intérieure. Elle parle aujourd'hui de cette sensation troublante d'être toujours en alerte, de vivre dans une vigilance permanente, comme si le moindre faux pas pouvait déclencher une nouvelle phase de retrait, un nouveau mur de silence. Et ce qui l'a désorienté le plus, c'était l'absence de conflit ouvert, rien à quoi se raccrocher, rien à confronter directement. Arthur Sadoun apparaissait alors sous un jour nouveau, non pas comme un tyran caricatural, mais comme un homme complexe, imprévisible, difficile à lire, par moments charmant, attentif, presque complice, puis soudain distant, fermé, inaccessible. Cette alternance entretenait la confusion. Et dans la confusion, la force s'érode. Anne-Sophie, pourtant habituée à décrypter les discours et les stratégies, se retrouvait piégée dans une mécanique émotionnelle qu'elle n'avait jamais appris à reconnaître. Elle doutait de sa perception, elle minimisait ce qu'elle ressentait, elle se disait que ce n'était pas si grave, que d'autres vivaient bien pire. C'est là que l'emprise devient la plus dangereuse, lorsqu'elle ne laisse aucune preuve, lorsqu'elle repose uniquement sur le ressenti, sur cette fatigue morale qui s'accumule jour après jour. Anne-Sophie évoque ces nuits d'insomnie où elle repassait mentalement chaque interaction, cherchant l'erreur qu'elle aurait commise, cherchant une logique là où il n'y en avait pas. Et pendant ce temps, à l'extérieur, rien ne changeait. Le couple restait discret, respecté, l'image demeurait intacte. Personne n'aurait imaginé que derrière cette façade se jouait une lutte silencieuse, épuisante, profondément solitaire. Ce qui la retenait encore, c'était l'espoir.
l'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu, que l'homme qu'elle avait aimé au début existait toujours, qu'il suffisait de faire un effort de plus, un pas de plus, pour retrouver cet équilibre perdu. Mais à force de se taire, Anne-Sophie commençait à s'effacer, lentement, presque imperceptiblement, et un jour, une pensée s'est imposée à elle, avec une clarté douloureuse. Continuer ainsi, c'était se perdre. Il y a toujours un moment où le silence cesse de protéger, un moment où il commence à étouffer. Pour Anne-Sophie Lapix, ce moment n'a pas pris la forme d'une explosion. Il n'y a pas eu de scène finale, pas de porte claquée, pas de mots définitifs lancés dans la colère. Il y a eu, au contraire, une prise de conscience glaciale, une certitude calme, presque clinique. Continuer ainsi signifiait se renier. Elle décrit ce moment comme un point de bascule intérieur, une fatigue qui n'était plus seulement émotionnelle, mais existentielle, l'impression de vivre en apnée depuis trop longtemps, de ne plus se reconnaître, de jouer un rôle, même dans l'intimité, et cette question obsédante, qui revenait sans cesse: jusqu'où suis-je prête à aller pour préserver une illusion? Briser le silence n'était pas une évidence, c'était un risque immense. Anne-Sophie savait parfaitement ce que cela impliquait, l'exposition, les interprétations, les jugements. Dans un monde médiatique où l'image est une monnaie fragile, parler revenait à accepter de perdre le contrôle. Et pour une femme qui avait bâti toute sa carrière sur la maîtrise et la précision, c'était une épreuve redoutable. Elle ne craignait pas seulement le regard du public, elle craignait aussi celui de ses pairs, de ses proches, de ceux qui avaient cru en ce couple discret et solide. Comment expliquer l'invisible? Comment raconter une douleur qui ne laisse pas de traces physiques, mais qui ronge lentement l'intérieur? Pendant longtemps, elle a hésité. Elle a pesé chaque mot avant même de les prononcer. Elle a envisagé le silence comme une option honorable. Après tout, n'était-ce pas plus simple de continuer à avancer, à travailler, à sourire? Mais cette option avait un coût trop élevé, celui de sa dignité. Le jour où elle a décidé de parler, Anne-Sophie n'a pas cherché à accuser. Elle n'a pas cherché à se justifier. Elle a simplement raconté, avec cette sobriété qui la caractérise, avec cette rigueur presque journalistique qui rend son témoignage d'autant plus troublant. Elle a nommé les silences, elle a décrit les mécanismes, elle a reconnu sa propre confusion, sans honte, sans emphase. Ce faisant, elle a repris le contrôle de son récit. Parler pour elle n'était pas un acte de revanche, c'était un acte de survie, une manière de remettre de la cohérence là où il n'y avait eu que du doute, une manière aussi de se réapproprier son identité, longtemps mise entre parenthèses. Elle ne se présentait pas comme une victime, mais comme une femme qui refusait désormais de se taire pour préserver le confort des apparences. Le prix à payer était lourd, l'exposition médiatique, les spéculations, les commentaires parfois cruels. Mais paradoxalement, c'est dans cette exposition que s'est glissée une forme de libération. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus à anticiper, à se censurer, à craindre le silence de l'autre. La vérité, même douloureuse, avait quelque chose de profondément apaisant. Anne-Sophie Lapix a découvert alors une force nouvelle. Non pas celle qui consiste à tout maîtriser, mais celle qui accepte la vulnérabilité comme une part essentielle de l'existence. Elle a compris que la dignité ne réside pas dans la discrétion à tout prix, mais dans la fidélité à soi-même. En brisant le silence, elle n'a pas seulement mis fin à une illusion conjugale. Elle a ouvert un espace de réflexion bien plus large, sur les relations de pouvoir, sur les compromis que l'on accepte par amour, sur cette frontière floue entre patience et effacement. Et si son témoignage a tant résonné, c'est peut-être parce qu'il touche à une vérité universelle. Parfois, parler ne résout pas tout, mais se taire détruit lentement. Après la tempête, il n'y a pas toujours le calme immédiat. Parfois, il n'y a qu'un silence nouveau. Mais ce silence-là n'est plus une prison, il est un espace. Anne-Sophie Lapix ne parle pas de renaissance spectaculaire. Elle ne parle pas d'un bonheur retrouvé comme dans les récits faciles. Elle parle plutôt d'un retour à soi, lent, exigeant, profond. Après avoir brisé le silence, elle s'est retrouvée face à une question simple et vertigineuse. Comment vivre maintenant, sans illusion? Ce qui frappe, dans la manière dont elle évoque l'après, c'est cette lucidité tranquille. Elle ne cherche pas à réécrire le passé, elle ne cherche pas à effacer ce qu'elle a vécu. Elle l'intègre,
comme une cicatrice qui ne disparaît pas, mais qui rappelle une victoire intérieure, celle d'avoir survécu sans se renier. Anne-Sophie Lapix apparaît alors sous un jour nouveau, moins lisse peut-être, mais infiniment plus humaine, plus proche. Elle n'est plus seulement la journaliste rigoureuse, ni la femme forte que l'on admirait à distance. Elle devient le reflet de tant d'existences silencieuses. De celles et ceux qui ont tenu, des années durant, par sens du devoir, par amour, par peur aussi, jusqu'au jour où continuer n'était plus possible. Son histoire résonne particulièrement auprès de ceux qui ont vécu longtemps. De ceux qui savent que la vie n'est pas faite de décisions simples, ni de ruptures nettes. Elle parle à une génération qui a appris à endurer, à composer, à se taire parfois. Et elle pose une question dérangeante. À quel moment le compromis devient-il un renoncement ? Ce témoignage n'est pas une accusation. C'est une invitation à regarder nos propres silences, nos propres arrangements avec l'inconfort, ces zones de notre vie où l'on fait semblant que tout va bien parce que dire la vérité coûterait trop cher. Anne-Sophie Lapix nous rappelle une chose essentielle. La dignité ne se mesure pas à ce que l'on montre, mais à ce que l'on accepte ou refuse de taire. Elle montre que parler n'est pas un signe de faiblesse, mais parfois le dernier acte de courage qu'il nous reste. Alors, au moment de refermer cette histoire, une question demeure. Une question simple mais profondément intime. Si vous étiez à sa place, jusqu'où seriez-vous allé pour préserver une illusion ? Et à quel moment auriez-vous osé dire assez ? Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous un souvenir, une réflexion ou même un doute, n'hésitez pas à le partager. Laissez un commentaire. Votre expérience compte. Likez cette vidéo si vous pensez que ces vérités méritent d'être entendues. Partagez-la autour de vous parce que parfois une histoire peut aider quelqu'un à sortir du silence. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer ensemble à explorer ces récits humains complexes, parfois douloureux, mais toujours essentiels. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout, parce que derrière chaque visage maîtrisé, il y a une histoire que l'on n'imagine pas, et parfois le courage commence simplement par le fait de l'écouter.